Hop. Si vous avez des questions, vous avez le chat. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat au fur et à mesure. On ouvrira les micros à la fin si besoin. Si vous avez des questions, on pourra les poser directement à la fin. Et voilà. On est parti. Ah, j'ai encore du monde qui arrive. Allez, on y va. Oula, ça arrive. J'essaye d'accueillir les dernières personnes. Donc, bienvenue à toutes. Merci d'être au rendez-vous ce matin. Donc, ce matin, on va parler des 5 astuces pour être en top position sur Google cette année, donc en 2021. Voilà, travailler sur les astuces indispensables, en tout cas des éléments indispensables pour être dans les premières positions. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, donc je m'appelle Valérie Verpost, je suis consultante SEO donc depuis plusieurs années. J'ai travaillé en agence SEO et e-réputation pendant plus de 5 ans avant de me lancer. Donc, je me suis lancée en 2018. J'ai créé ma société en 2018. Donc, ça fait 3 ans, là, quasiment jour pour jour, que j'ai quitté mon patron pour pouvoir me lancer et faire ce qui me plaît. Voilà, je pense comme beaucoup d'entre vous, vous avez peut-être été salarié, vous l'êtes peut-être encore et vous avez envie de changer d'horizon. Donc, c'est ce que j'ai fait il y a 3 ans. J'ai fait beaucoup de choses en 3 ans. Je suis devenue conférencière, donc je fais des conférences sur le référencement, notamment pour une association qui s'appelle le SEO Camp. Et j'ai fait des conférences aussi auprès d'entrepreneurs qui se lancent pour connaître les fondements un peu du digital et de la création de sites et du référencement. Vous pouvez me retrouver sur Facebook si vous avez des questions. Vous pouvez m'envoyer des messages sur Messenger. Il y a le groupe Réussir en ligne que je pense vous connaissez presque toutes, je pense. J'ai une chaîne YouTube. Il n'y a pas encore grand-chose dessus, mais en tout cas, c'est l'objectif cette année, c'est de faire grossir cette chaîne. Et Instagram, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. C'est pareil, je vais essayer de développer un peu plus mon quotidien cette année sur Instagram. Donc, les présentations sont faites. Et je suis maman de 2 enfants aussi. J'ai deux garçons qui ont 10 et 8 ans. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de travailler de la maison pour pouvoir être auprès d'eux quand ils ont besoin de moi. Voilà. Donc, votre objectif principal cette année, c'est d'avoir un site web professionnel qui prend le plus de place possible sur la première page de Google et en laisser forcément le moins possible à vos concurrents. Est-ce que vous avez tout un site? Dites-moi dans le chat si vous avez un site web ou pas, si vous avez du trafic. Donc, dites-moi dans le chat si vous avez un site. Pas encore. En ligne depuis 5 minutes. Non mais Nadine site web, ok. Pas encore de site. D'accord. Donc, l'objectif, effectivement, quand on a un site, c'est d'aller viser ces fameuses premières positions de Google et surtout la première page, parce que de-delà de la première page, on a très peu de visibilité. Donc, on vise Google. Pourquoi on vise Google? Tout simplement parce que Google, c'est 93% des recherches en France. Donc, quand on me dit « oui, mais moi, je vais sur Ecosia, etc. », vous pouvez aller, vous, sur Ecosia, mais en tout cas, il faut savoir que la plupart des internautes, ils sont sur Google. Et 91% des clics se font sur la première page. Donc, autant vous dire que si vous n'êtes pas sur la première page, vous n'êtes pas visible. Donc, au-delà de la première page, vous avez très peu de chances d'avoir des visites directement sur votre site web. Et c'est pour ça qu'on fait le maximum pour optimiser notre site web pour se situer en première page. Et pour optimiser
son site, pour être en première page, on fait ce qu'on appelle du SEO. Est-ce que c'est un terme que vous connaissez? Est-ce qu'il y en a qui en ont jamais entendu parler, qui n'ont jamais entendu cet acronyme, le SEO? N'hésitez pas à me le dire si vous ne connaissez pas du tout. Donc, le SEO, c'est quoi? Ça veut dire Search Engine Optimization. Première fois, OK. Alors, du coup, c'est l'ensemble des actions qu'on va mener sur son site en on-site, donc à l'intérieur du site, et en dehors du site, off-site, pour faire gagner en visibilité un site internet dans l'affichage des moteurs de recherche. Donc, vraiment, on va faire plein d'actions qui vont faire qu'au fur et à mesure, Google va prendre en compte notre site web et va le référencer correctement. Parce que si on fait notre site n'importe comment, si on se lance dans son coin sur des plateformes type Wix et compagnie, et qu'on n'a pas de connaissance du référencement, il y a assez peu de chances qu'on ait du trafic sur notre site web. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre en place des opérations pour le SEO. Donc, ça a plusieurs termes. On l'appelle SEO, référencement naturel, trafic naturel, etc. Mais ça reprend un peu la même chose à chaque fois. Donc, c'est quoi l'objectif du SEO? L'objectif du SEO, c'est d'acquérir du trafic gratuit. D'accord? Le but, c'est de faire en sorte qu'on ne va pas payer le moteur de recherche pour qu'il nous positionne dans les premiers résultats. Donc, si on regarde, par exemple, ça, c'est ce qu'on appelle la SERP. Donc, c'est les résultats de recherche qu'on a directement sur Google. Donc, sur la SERP, quand on tape un mot-clé, souvent, on a différents formats de SERP. On peut en avoir en local avec la map aussi qui va apparaître. Mais souvent, ce qu'on va retrouver, c'est de la publicité payante. On va retrouver les fameux résultats naturels, donc qui sont issus du référencement naturel. On peut retrouver des questions associées. Donc, par rapport à un terme, Google va nous donner des questions qui sont associées à notre terme principal. En bas de la page, on va encore retrouver de la pub. Et tout en bas, on va retrouver les recherches associées. Donc, nous, notre objectif, quand on fait du SEO, c'est d'être dans les résultats naturels, ici. Hop. Je mets les dernières personnes qui arrivent. Donc, notre objectif, c'est d'être dans les résultats naturels et d'avoir une position la plus haute possible, parce que plus on va être haut sur la page de Google, de la page de recherche, et plus on aura de chances d'avoir des clics importants, un nombre de clics important. Évidemment, arriver premier sur Google, ça va dépendre de l'environnement concurrentiel. Est-ce que nos concurrents, ils sont costauds, ou est-ce qu'on est plutôt sur une requête de niche, une requête qui est facile, et donc les efforts à fournir pour être dans ces premiers résultats, ils seront plus ou moins importants et plus ou moins longs selon la fameuse requête que l'on veut atteindre. Donc ça, c'est les enjeux du référencement. Donc, pourquoi on va sur Google? Le but, c'est d'avoir du trafic gratuit sur le long terme. Il ne faut pas se dire, je fais mon site, c'est bon, j'ai tout optimisé et demain, j'ai du trafic qui vient de Google. Avoir un site qui se positionne sur Google, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On a, au départ, quand on lance son site, on a une période qu'on appelle la sandbox, le bac à sable. Et en fait, les premiers mois, il ne va pas se passer grand-chose. Parce que Google, il a envie de savoir un peu si votre site il est pertinent, il a envie de prendre connaissance un peu de votre site web avant de le positionner dans les résultats de recherche. Donc, du coup, on va vraiment travailler son référencement sur le long terme. Le but à long terme, c'est d'avoir des prospects gratuits qui viennent jusqu'à vous sans que vous ayez rien à faire. Donc, il y a un gros travail au départ, mais il faut vraiment le faire à la création du site, parce que si on se dit j'ai fait mon site et finalement maintenant j'ai envie de travailler mon référencement,
et ben, vous allez devoir recommencer une grosse partie de ce que vous aviez déjà fait. Donc, c'est-à-dire revoir toutes vos pages pour avoir un contenu optimisé. Donc, c'est pour ça que ça se fait dès le début. Et l'acquisition du trafic va se faire sur le long terme. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien créer son site web dès le début, ça ne va pas vous coûter plus cher que de ne pas l'optimiser. Donc, je pense que c'est une fausse croyance de se dire, bah oui, mais le SEO, je verrai plus tard parce que ça va me demander plus de travail, ça va me demander plus de temps, plus d'argent peut-être. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Si vous avez une méthodologie pour faire votre site correctement dès le départ, en fait, votre site il va être bien structuré et sur le long terme, ça vous rapportera des clients. Donc, la première astuce, c'est optimiser le contenu de son site. Parce que le contenu, c'est ce qui est le plus important. Donc, content is king, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent, en tout cas, que le contenu, c'est important. Mais le contenu, c'est pas que du texte. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le contenu, ce n'est pas que du texte. Une page enrichie, c'est une page où effectivement, on va avoir du texte, évidemment. Il faut qu'on ait du contexte, il faut qu'on ait des mots, il faut qu'on ait des mots-clés, etc. Mais on va enrichir son contenu avec des images, des vidéos, des infographies, des podcasts, tout ce que vous voulez pour enrichir votre contenu. D'accord? Il ne faut pas uniquement se centrer sur le texte. Évidemment que c'est un point important, le texte, parce que Google, il ne lit pas les images, il ne lit pas les vidéos pour savoir de quoi vous parlez dans votre vidéo. Le texte, ça, il le comprend très bien. Mais par contre, il faut enrichir le contenu. La deuxième astuce, c'est de donner à manger à Google. Donc, qu'est-ce qu'il aime, Google? C'est un contenu, justement, là, on va parler véritablement du texte, sachant que pour enrichir votre texte, vous allez mettre des images, des vidéos, des choses comme ça. Il faut que vous ayez un contenu texte qui soit optimisé pour le SEO. Donc, il faut qu'il soit original, intéressant, évidemment. Le but, c'est de faire en sorte que quand les gens arrivent sur votre site, ils passent du temps pour limiter ce fameux taux de rebond, qui soit adapté au web et aux exigences de Google, évidemment. Donc, on va optimiser son contenu, qui soit concis et rapidement compréhensible. Donc, en fait, on va travailler et structurer ces pages pour faire en sorte que un internaute qui arrive sur notre page, il comprenne rapidement de quoi parle notre contenu. Donc, on met des mots en gras, on met des titres, évidemment, pour avoir des termes qui vont vraiment ressortir et faire en sorte que la lecture globale de la page se fasse assez rapidement et que l'internaute qui est intéressé, il puisse rentrer dans les paragraphes qui l'intéressent. Aujourd'hui, un internaute, il ne lit pas toutes les lignes de votre page web. Quand il va arriver sur votre site, il va scroller la page, il va se dire, tiens, ce paragraphe-là, ça m'intéresse, donc je vais m'attarder là-dessus. Le reste, si ça ne l'intéresse pas, il ne va pas lire. Même si c'est un article de blog que vous avez rédigé 5000 mots, il va regarder globalement de quoi parle votre article et il va s'arrêter vraiment sur les points importants. Alors, je n'ai pas le taux en tête de lecture complète, mais grosso modo, les internautes, de toute façon, ils sont pressés et ils ont besoin de trouver une information très rapidement. C'est pour ça qu'il faut être concis et rapidement compréhensible pour faire en sorte que l'internaute trouve l'information et derrière puisse éventuellement nous contacter. Donc, évidemment, sur nos pages, on ne va pas oublier de mettre des call to action par la suite. Un contenu interactif, ça va être effectivement un contenu enrichi. Donc, si on met des images, si on met des emojis, des gifs, par exemple, on peut vraiment enrichir notre contenu pour faire en sorte que la personne reste sur notre site web le plus longtemps possible.
Et après, on a les recommandations un peu de Google. Qu'est-ce que nous dit Google? Donc, Google, il nous dit dans ses consignes, par rapport à la qualité des contenus, qu'il faut avoir des contenus qui sont d'abord pensés pour les visiteurs, plutôt que le moteur de recherche, évidemment, hein, il ne va pas vous dire le contraire, qu'il ne faut pas tromper vos visiteurs, qu'il faut éviter d'utiliser des techniques SEO contraires aux consignes de Google destinées à favoriser votre classement. Bon, on va en revenir et rendez votre site unique, attrayant et démarquez-vous de vos concurrents. Donc, concevez des contenus en pensant d'abord à vos visiteurs plutôt qu'au moteur de recherche. OK. Ça, effectivement, c'est super important de se dire, j'écris pour un internaute. Mais finalement, la première personne qui va voir notre contenu, c'est le moteur. Donc, c'est un robot. Et donc, si vous n'écrivez pas correctement pour le robot, que le robot ne comprend pas de quoi parle votre texte, finalement, il n'y aura pas de visiteurs qui vont venir. Donc, il faut concilier les deux pour faire en sorte qu'on répond aux visiteurs et aux moteurs de recherche. Parce que sinon, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, on prend les consignes de Google et évidemment, on va les adapter à notre sauce pour faire en sorte de remonter. Parce que si on suit toutes les consignes de Google, il y a, et surtout sur des environnements concurrentiels, il y a peu de chances qu'on se positionne. Ne trompez pas vos visiteurs. Donc ça, c'est dans les consignes de Google. Il existe des techniques, typiquement, qui permettent d'avoir un texte qui va s'afficher pour le moteur et un texte différent qui va s'afficher pour l'internaute. Donc ça, Google, il dit clairement, trompez pas vos visiteurs, leur faites pas croire que vous avez un contenu si ce n'est pas le cas. Bon, nous, on ne va pas rentrer dans ces techniques aujourd'hui. C'est un peu, là, on part vraiment dans des techniques qui ne sont pas les. C'est pas que c'est pas les bonnes, c'est que en tout cas, vous pouvez très rapidement vous faire bannir du moteur de recherche si vous utilisez des techniques comme ça. Et vous, votre objectif, c'est véritablement d'avoir du trafic sur le long terme. Donc, effectivement, on ne va pas faire ce genre de choses. Évitez d'utiliser des techniques SEO contraires aux consignes de Google destinées à favoriser votre classement. Donc, typiquement, on pourrait avoir là-dedans, on va éviter d'avoir du contenu qui est caché sur sa page. On m'a déjà posé la question de me dire oui, mais si je mets du texte blanc sur du blanc, est-ce que ça marche? Alors ça marchait en 2000. J'avais fait l'expérience à l'époque et effectivement, quand Google a mis à jour son algorithme, du jour au lendemain, mon site était plus présent sur le moteur de recherche. Je peux vous dire que ça m'a fait bizarre et que je suis allée pleurer auprès de Google pour faire en sorte que mon site revienne. Je leur ai dit: «Pardon, pardon, excusez-moi, je ne savais pas qu'on ne pouvait pas le faire» et mon site est revenu dans les résultats. Donc, on va éviter de faire des choses comme ça pour faire croire qu'on a du contenu et que le visiteur ne le voit pas. On va plutôt intégrer intelligemment le contenu sur notre site pour faire en sorte qu'effectivement, ça enrichisse notre page en termes de longueur de contenu, que Google ait un maximum à se mettre sous la dent et en même temps, pas tromper notre utilisateur. Et ensuite, évidemment, vous, votre objectif, c'est d'avoir un site qui soit unique, attrayant et qui vous démarque de vos concurrents. On ne va pas aller faire du copier-coller du contenu de notre concurrent pour le mettre sur notre site. Déjà, potentiellement, ça ne sert à rien. Deuxièmement, si vous faites du copier-coller d'un autre site, vous n'allez pas vous positionner, parce que Google détecte le copier-coller et il n'aime pas ça. Donc, vous n'allez pas pouvoir vous positionner. Et il faut penser aussi à l'utilisateur, où l'utilisateur, en fait, il a envie de savoir ce que vous allez lui proposer, vraiment de différenciant par rapport à vos concurrents. Donc, il faut avoir un positionnement qui soit vraiment très clair pour faire en sorte que quand votre prospect va arriver sur votre site, il convertisse et il vous laisse ses coordonnées. Est-ce que ça va jusque-là? Ouais? C'est bon? J'ai perdu personne? J'ai pas tout le monde sur l'écran, vous êtes. OK, allez, top. On continue.
Donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement, la longueur du contenu, elle a une importance. En fait, on se rend compte que, en moyenne, hein, sur les, comment? Sur le moteur de recherche, les sites qui sont dans les premières positions ont un nombre de mots sur leur page qui est très important. Donc ça, c'est de manière générale. Après, chaque terme que l'on veut atteindre, on va avoir un nombre de mots qui va être plus ou moins important selon la concurrence. Donc ça va s'étudier après dans le détail. Si je veux me positionner sur une requête très concurrentielle comme, je ne sais pas, banque en ligne par exemple, bah, effectivement, il va me falloir du contenu et il va me falloir un site très puissant. À l'inverse, si je vais me positionner sur un terme très peu concurrentiel, je n'ai pas d'idée là comme ça, mais sur un terme qui est vraiment peu concurrentiel et qui est en longue traîne, la longue traîne, c'est quand on a un maximum de mots au niveau de sa recherche. Donc, une recherche, ça peut être un mot, ça peut être banque. Et après, plus on va rajouter des mots et plus on va être sur de la longue traîne. Si je mets, je ne sais pas, par exemple, banque en ligne pour les particuliers, bah là, on est sur de la longue traîne. Donc, ce sera plus facile de se positionner sur un terme comme ça que sur banque tout seul. Si j'optimise correctement ma page sur banque en ligne pour les particuliers, j'aurai plus de chances de me positionner. D'accord? Est-ce que dans le chat, vous pouvez mettre un peu ce que vous faites comme activité? Ça me permettra de donner des exemples, peut-être qui vous seront plus parlants que des requêtes plus larges. Alors, on a des assistantes virtuelles. Donc là, j'en vois, il y en a plusieurs. Sophrologie, OK. Gîte vacances. Formation, secrétaire indépendante, community manager, assistante virtuelle, OK, naturopathie, ça marche, reconversion professionnelle, entrepreneur, coaching scolaire et parental. Voilà, par exemple, coaching scolaire et parental, ben on commence déjà à être sur de la longue traîne parce que coaching tout seul, déjà, bah, est-ce qu'il y a un intérêt de se positionner sur coaching? Parce que derrière, est-ce que la personne qui recherche un coaching pour ses enfants, bah, elle va chercher juste un coach? A priori, non, il faut quand même une spécificité derrière. Donc, c'est important de bien choisir le mot-clé sur lequel on va vouloir se positionner. Graphiste, OK. Développeur web. Cool. Donc, la troisième chose, c'est de répondre aux demandes des internautes. D'accord? Donc, quand vous avez votre mot-clé, vous allez le taper dans Google. Et là, vous allez tout simplement regarder quels sont les résultats qui ressortent. Donc, on va parler maintenant de l'intention de recherche de l'internaute. Donc, quand on tape un mot-clé, on a une intention derrière. Donc, ça, c'est important. C'est vraiment important de le faire quand vous ciblez un mot-clé, quand vous avez déterminé un mot-clé, pour savoir quelle est l'intention de l'internaute derrière. Est-ce que c'est une recherche navigationnelle? Donc, par exemple, on va mettre le nom d'un site dans le moteur. Hein. Aujourd'hui, bien souvent, si on va aller sur Cdiscount, on va taper Cdiscount dans Google et on va cliquer sur le résultat. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement une recherche navigationnelle. Si vous avez une marque qui est connue ou qu'une personne vous connaît déjà, elle va taper votre nom dans Google et son but, c'est vraiment d'aller sur votre site web. Donc là, on est dans la navigation. Deuxième type de recherche, c'est la recherche informationnelle. Là, on cherche une information. L'internaute, il cherche à se renseigner sur un produit ou sur un service. Il cherche des conseils, des avis et il veut des réponses à ces questions. Donc là, on va plutôt avoir des réponses type blog. Donc, je vais vous montrer des exemples après. Mais par exemple, comment trouver un graphiste pour son site web. Voilà. Là, je cherche de l'information. Je suis dans une phase de recherche. Je ne suis pas dans une phase encore où
je vais être dans la partie transaction. Donc, je cherche de l'information et après, je vais avoir ce qu'on appelle les recherches transactionnelles. Donc là, l'internaute, il cherche véritablement à passer à l'action. Il cherche à faire un achat ou à trouver un service. Si je cherche dermatologue ou sophrologue, par exemple, sur Google, donc je suis sur mon mobile, je tape sophrologue. Mon but, c'est de trouver une sophrologue à côté de chez moi. D'accord? Donc là, je suis prête à passer à l'action. Donc, vous voyez bien la différence. On a vraiment différents types de recherche. Et donc, les mots-clés sont véritablement associés au type d'action de l'internaute. Notre objectif, quand on a un service à proposer, c'est effectivement de se positionner sur des recherches transactionnelles et de faire en sorte que nos prospects nous trouvent au moment où ils sont prêts à passer à l'action. Si on a un blog, on va donner de l'information en amont pour nous faire connaître et pour faire en sorte que la fois d'après, effectivement, ils viennent nous chercher au moment où ils sont prêts à passer à l'action. Donc, on peut être à la fois positionné sur des recherches informationnelles, dans la phase de recherche. J'ai besoin de déléguer la création de mon site web. OK, je cherche des infos, je ne sais pas, je ne suis pas prête. Par contre, si on a donné de l'information suffisante à ce niveau-là, il y a des chances qu'au tour d'après, la personne, elle ait peut-être retenu notre nom et du coup, elle soit prête à passer à l'action. Et donc là, elle va venir nous voir. Et on a la partie recherche locale. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est très important à prendre en compte aussi dans les recherches de l'internaute. C'est vraiment quand on cherche un lieu. Donc, on a tous un téléphone portable qui est connecté à Android ou chez Apple. En tout cas, quand on cherche un lieu, quand on est en ville, etc., ben, on utilise souvent notre téléphone pour de la recherche locale. Donc là, on est vraiment sur la recherche. C'est limite, on veut vraiment se déplacer et on est dans l'action. Donc, c'est pareil, c'est si on a une boutique, si on est en local, il faut vraiment qu'on soit positionné quand il y a quelqu'un qui est prêt à venir nous rendre visite. Donc là, je vous ai mis 2 exemples. Exemple, salon de jardin. Donc, si on tape salon de jardin dans Google, ce n'est pas encore la saison, il fait un peu froid en ce moment, mais bientôt, on cherchera des salons de jardin. Et donc, qu'est-ce que Google nous propose? Là, il nous propose des produits. Parce qu'en fait, il a étudié le comportement de l'internaute et il sait que quand on tape salon de jardin, on est prêt à acheter un salon de jardin. On est prêt à passer à l'action. Par contre, ça ne marche plus. Quand on tape quand acheter un salon de jardin, là, on n'a pas du tout les mêmes résultats de recherche. Et là, on va avoir des guides d'achat qui vont nous dire quand acheter son salon de jardin, achat du mobilier de jardin, les erreurs à éviter. Et là, on n'a pas du tout des résultats qui sont associés à de l'achat. Est-ce que vous avez bien vu la différence? Et du coup, au niveau de l'optimisation de la page, quand on veut se positionner, quand on a un site de vente, on va chercher à se positionner sur salon de jardin. Par contre, si on a un site potentiellement d'affiliation, donc, l'affiliation, je ne sais pas s'il y en a qui savent, si vous savez tout ce que c'est, mais en tout cas, l'affiliation, c'est le fait de faire des articles où on va mettre des liens vers des sites web pour ensuite avoir une commission en tant que pour avoir fait la recommandation d'un produit. Donc là, pour le coup, on va avoir des guides d'achat où on va avoir pas mal de conseils et potentiellement, on va nous orienter sur tel ou tel produit. Mais donc, on essaye de donner un maximum d'informations à la personne pour la rassurer et potentiellement l'aider à passer à l'action. Parce que le temps de décision, des fois, entre le moment où la personne elle est en recherche d'informations et le moment où elle va passer à l'action, finalement, ce temps peut être assez court. Et en 1 heure de temps, on peut se dire, bon, OK, je cherche de l'info. Je cherche, par exemple, quel est le meilleur salon de jardin ou quel est le moins cher. Donc là, je vais être sur des
sur des sites d'information qui vont me donner des éléments où je vais avoir pas mal de lectures. Et ensuite, je vais dire, je vais faire mon choix et donc je vais passer à l'action. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant d'être dans la phase d'information à travers son blog pour donner un maximum d'informations, faire ce qu'on appelle de l'inbound marketing. Donc, c'est je fais du marketing, mais indirect. Donc, je convainc mon prospect que j'ai le bon produit à lui donner en répondant à toutes ces questions. Je vais lever tous ces doutes au fur et à mesure des actions. Hop, je suis. Est-ce que ça va jusque-là? C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas si vous avez des questions. Non? C'est bon? Tout va bien? Si? Ok, extra, top. Donc, tout va bien. Ok, bon, on continue alors. Quatrième astuce, on va créer une page sur un mot-clé principal. Est-ce qu'il est plus intéressant de mettre des questions en titre? Oui, on peut, en fait, ça s'étudie, justement. C'est ce qu'on appelle la longue traîne. Tiens, on va répondre à ta question en même temps, Sandrine. Donc, une page, c'est un mot-clé principal. Je l'ai dit tout à l'heure, un mot-clé, ce n'est pas forcément un seul mot. Ça peut être une suite de mots, donc c'est une requête qui est un peu plus longue. Et ça peut être une question, effectivement. Donc, on peut rédiger un article de blog sur, je ne sais pas, comment optimiser la rédaction de sa page web. Voilà. Et ça, effectivement, on n'a peut-être pas un grand volume en termes de recherche, mais par contre, on est hyper qualifié. Et donc, il y a de grandes chances que si on répond correctement à la question, Google nous mette en avant. Donc, on va véritablement optimiser notre page sur notre mot-clé principal. Donc, les mots-clés, si on veut se positionner, il faut déterminer les bons mots-clés pour se positionner. Donc, pour ça, il faut analyser son environnement. Donc, si on est community manager, on va regarder quels sont les mots-clés qui sont tapés pour le community management. Si on est graphiste, pareil. Assistante virtuelle, secrétaire indépendante, etc. C'est la même chose. On va vraiment s'attarder, on va regarder quel est l'environnement et quels sont les mots-clés qui sont tapés par les internautes. Pour ça, on utilise des outils type Ahref, type Ubersuggest, etc., qui vont permettre de trouver les bons mots-clés, trouver les mots-clés qui ont du volume, qui ne sont pas trop concurrentiels, parce que quand on démarre, voilà, on l'a vu au démarrage, du coup, le temps d'avoir vraiment du trafic, il faut que notre site il puisse monter en puissance au fur et à mesure. Et donc, au début, on va vraiment essayer d'aller se positionner sur des mots-clés qui sont moins concurrentiels, voire de plus longue traîne. Donc, voilà. On va, du coup, une fois qu'on a déterminé les bons mots-clés, qu'on s'est fait sa petite liste des mots-clés qui, a priori, nous paraissent pertinents, on réalise une analyse sémantique complète. Donc là, on va regarder effectivement tout l'environnement sémantique parce que des fois, on se dit, tiens, les gens, ils recherchent peut-être secrétaire freelance. Et puis, en fait, on se rend compte que ce n'est pas secrétaire freelance, c'est secrétaire indépendant. Je dis n'importe quoi, mais en tout cas, ça s'analyse pour savoir déterminer les bons mots-clés et créer la page en face qui correspond. Je les écrirai dans le chat tout à l'heure, les outils. On va... du coup, je me suis perdue. On va réaliser une analyse complète pour définir quels sont les mots-clés les plus pertinents et créer ces pages. Et une fois qu'on a déterminé ces mots-clés, on fait le plan de son site avec une page, un mot-clé principal. Ça ne veut pas dire que derrière votre site, il va se positionner que sur un seul mot-clé, parce qu'évidemment, quand vous avez votre mot-clé principal et vous avez tout un univers sémantique autour duquel vous allez mettre votre mot-clé. Donc, si je parle
location de ski, de location de vacances, et ben, à côté, je vais parler peut-être de village vacances, de camping, vous voyez, tous les mots qui sont autour de mon mot-clé principal. Et en fait, l'avantage de ça, c'est que Google, il va comprendre véritablement votre sujet. Il va se dire, ah bah oui, bah, tous ces mots, ils sont autour de ça, de la thématique principale, et donc je comprends bien quel est le sujet. Si je vous dis jaguar, vous pensez à quoi? Mettez-moi dans le chat. Je vous dis jaguar. Vous pensez à quoi? Voiture, 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 animal. Voilà. Donc, en fait, jaguar, c'est un très bon exemple. J'écris jaguar dans Google. Google, il ne sait pas si je parle de la voiture ou si je parle de l'animal. Donc, si je mets juste jaguar sur ma page et que je n'ai pas d'environnement sémantique autour, que juste quelque part, je parle de jaguar, bon, bah, on ne va pas trop savoir de quoi je parle. Par contre, si je parle de la marque de voiture, je vais avoir des caractéristiques qui sont liées à cette marque de voiture qu'on va retrouver assez régulièrement. On va avoir des mots comme voiture, luxe, je ne sais pas, populaire, voilà, des choses comme ça. Et si on parle de l'animal, bah là, on va parler justement de la famille des jaguars, on va peut-être parler des tigres, on va parler de la savane, des choses comme ça. Donc, on va avoir un environnement sémantique autour. Et donc, en fait, pour chaque page, c'est la même chose, c'est se dire, effectivement, on a notre mot-clé principal et autour, on va avoir plein de termes que Google va associer à notre mot-clé principal pour bien comprendre de quoi parle notre page et la faire remonter dans les résultats de recherche. OK? Ça va? C'est bon? Ouais? OK, cool. Allez. Cinquième astuce et indispensable. Est-ce que pour celles qui ont un site web, vous regardez régulièrement à quoi ressemble votre site sur mobile? Est-ce que vous avez déjà fait le test pour voir si ça s'affiche correctement? Oui? OK. Ah, c'est bien quand même, vous le faites, c'est bien. Voilà, OK. Catherine, tu as raison. Le mobile, c'est indispensable. Et le problème qu'on va avoir souvent, c'est qu'on crée notre site sur ordinateur et puis en fait, on se dit, bon, c'est bon, il s'affiche bien et tout, puis on le met en ligne. Puis en fait, on se rend compte que quelques temps plus tard, que finalement, sur le mobile, il y a plein de mots qui sont coupés, il y a des choses qui ne s'affichent pas correctement, c'est hyper long à charger. Et ben ça, il faut faire vraiment très attention à ça parce que l'index de Google, donc ce qu'on appelle le mobile first, en fait, les robots de Google simulent le mobile. Et ce sera 100% des sites qui seront crawlés par le moteur mobile à partir de mars 2021. Donc aujourd'hui, on a plus de 70% qui sont déjà sur l'index mobile first de Google. Et dans 2 mois, on sera vraiment à 100%. Donc, si votre site n'est pas optimisé pour le mobile, bah, vous allez perdre des positions. Le mobile, c'est 52% du trafic mondial. Donc, c'est vraiment indispensable d'avoir le site qui soit optimisé sur le mobile. Surtout si vous êtes dans une thématique qui est vraiment qui est vraiment avec une utilisation sur le mobile. Donc, si vous avez déjà votre site web, j'espère que vous avez installé Google Analytics et la Search Console, qui sont des outils de Google qui vont vous permettre de voir d'où provient le trafic. Est-ce que les gens, est-ce que les internautes qui viennent sur votre site web, c'est Google qui me parle, est-ce que les résultats, est-ce que les gens viennent du mobile ou pas? Et ça, c'est une donnée que vous allez trouver sur Google Analytics notamment.
Et moi, typiquement, j'ai une cliente qui est dans l'esthétique et elle a 85% de son trafic qui vient du mobile. Donc, c'est hyper important. Voilà. Et ce qui est important, c'est la vitesse de chargement sur mobile parce qu'on a 40% des visiteurs qui quittent un site s'il met plus de 3 secondes à se charger sur le mobile. Donc, faites bien le test quand vous faites vos tests sur votre mobile. C'est véritablement de bien s'assurer que ce n'est pas trop long à charger. Déconnectez-vous de votre Wi-Fi parce que forcément, si vous êtes en 4G, vous n'avez pas la même vitesse de chargement. Donc, faites le test pour éviter de perdre les internautes quand qui viennent sur votre site. Donc, vous pouvez tester la vitesse de chargement de Google. Il y a un outil qui est de Google qui s'appelle Google Page Speed Insight. Vous tapez outil Page Speed et vous allez le trouver directement dans le moteur de recherche. Et vous allez pouvoir justement voir la vitesse de chargement de votre site web et le score que Google vous donne au niveau de la vitesse de chargement. On a fait les 5 astuces. J'en ai mis une en bonus parce que pour moi, je ne pouvais pas vous faire de live sans vous parler de la notoriété du site, qui est vraiment un élément essentiel quand on crée son site web. Mais qu'est-ce que la notoriété d'un site? Vous allez me dire. Eh bien, je vais vous le dire. Donc, dans les piliers du référencement, on a donc la structure du site, l'optimisation du code. Donc, ça, c'est quand vous allez créer votre site. On a parlé du contenu, donc écrire correctement. Ah, il y a une petite faute. Écrire pour le web, donc bien choisir ses mots-clés, optimiser ses pages, avoir un contenu enrichi, des images, des vidéos, des choses comme ça. Et il y a un élément qui est indispensable, c'est de travailler la popularité de son site avec des liens de qualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de netlinking? Bon, Nadine, oui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de netlinking, de liens? Oui, ok. Non. J'ai des oui, j'ai des non. Ok. En fait, la popularité, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, si on regarde, allez, on va prendre l'exemple d'Instagram, plus vous avez de followers, plus a priori vous êtes populaire. Sur Google, on ne parle pas de fans, mais on va parler de popularité quand on a un site qui a un certain nombre de liens. Et si possible, il faut en avoir plus que ses concurrents ou en tout cas avoir des liens de meilleure qualité. Donc, un lien, c'est quoi? C'est quand on a notre site. Donc, moi, si je prends mon site Réussir en ligne, donc j'ai mon site Réussir en ligne. Et puis, j'ai Nadine qui a lancé son site et elle dit que la formation elle est trop bien. Donc, elle me fait un lien vers Réussir en ligne. Et donc, ça me fait un lien. D'accord? Donc, je récupère un lien externe. Et donc, comme ça, au fur et à mesure, je vais acquérir un certain nombre de liens qui vont me faire gagner en popularité sur Google. C'est comme si un peu, un lien, on va dire, c'est un follower sur Instagram. Là, c'est un domaine référence, un lien externe. Donc, c'est un site externe qui va venir faire un lien vers mon site et pas l'inverse. N'est-ce pas, Nadine? C'est pas vous qui faites des liens vers les autres sites, c'est vraiment les autres sites qui vont vous faire des liens. Donc, il y a plein de façons d'acquérir des liens. Il y a des façons… Alors, qu'est-ce que nous dit Google? Google, il nous dit que vous ne devez pas court-circuiter un peu son algorithme en allant acheter des liens parce que ça, c'est pas bien et qu'il faut acquérir des liens naturellement. Donc, en gros, il faut faire parler de vous, comme sur Instagram. C'est pareil, les techniques pour acquérir des followers sur Instagram, il y a des techniques un peu black hat et c'est pas, voilà, Instagram, ça ne lui plaît pas.
Sur Google, c'est la même chose. Donc, en fait, on fait en sorte d'aller chercher des liens naturellement si on peut. Et puis, après, on peut aller en chercher de manière un peu moins naturelle pour faire, pour faire grimper notre site. Sachant que c'est indispensable, hein, les liens sont vraiment au cœur de l'algorithme de Google. Donc, c'est vraiment un point à travailler qui est indispensable pour votre site. Je vais vous mettre, je vous ai mis un exemple juste après pour vous montrer la corrélation entre le nombre de liens, donc le nombre de domaines référents que l'on a acquis sur un site. Donc, ça, c'est le site d'une de mes clientes. Donc, j'ai commencé à travailler avec elle début 2018. On a commencé à acquérir des liens ici. Et en fait, on voit que derrière, on a le nombre de mots-clés organiques qui se positionnent dans le top 100 de Google qui augmente au fur et à mesure. Si je n'avais pas fait cette acquisition de liens, je serais restée quasiment sur une courbe beaucoup plus faible et je ne serais jamais allée chercher des positions dans le top 3. Ici, là, vous voyez, janvier 2021. Donc, la première courbe, c'est le top 3. Ensuite, on a le top 10 et le top 100. D'accord? Bon, là, c'était des données de février 2016. Mais aujourd'hui, on a vraiment pas mal de mots-clés dans le top 3. On en a dans le top 10 et après, on a des liens, dans le top 100, des liens qui sont de plus longue traîne. Donc, il faut en acheter. Oui, il faut en acheter. Mais il faut le faire. On a la possibilité d'acheter des liens. Et il faut bien identifier des liens qui vont justement nous ramener de l'autorité. Parce qu'en fait, par exemple, si je reprends l'exemple d'Instagram, vous prenez quelqu'un qui est sur un influenceur sur Instagram qui a, je ne sais pas, 50 000 abonnés. D'accord? Vous êtes tout petit et en fait, il va parler de vous. Qu'est-ce qui va se passer? Potentiellement, d'un seul coup, vous allez gagner énormément de notoriété. D'accord? Et sur Google, c'est exactement la même chose. C'est qu'en fait, si vous avez un gros site qui va vous faire un lien vers votre site, vous allez gagner en notoriété aussi. OK? Vous avez compris un peu le principe? Est-ce que c'est clair? Ouais? Donc, en gros, le résultat du netlinking, ça va vous permettre de gagner des positions, de la notoriété et d'avoir du coup un impact direct sur votre chiffre d'affaires et sur votre trafic déjà et du coup sur votre chiffre d'affaires. Alors, je vais répondre aux questions. Donc, est-ce qu'il y a des plateformes pour acheter des liens? Oui, il y a des plateformes. Il y en a plein. Il y en a de plus en plus. Il faut bien faire attention aux plateformes sur lesquelles vous achetez. Après, on peut directement, effectivement, demander aux sites qui nous intéressent. On peut leur envoyer un petit mail et puis soit faire ce qu'on appelle des articles invités. Donc, c'est-à-dire qu'on va se dire, voilà, tiens, tu parles de tel sujet, je suis dans la même thématique. Moi, j'ai écrit un article. Est-ce que ça t'intéresserait de le publier sur ton blog? Et du coup, en échange, tu me cites et tu fais un lien vers mon site web. Ça, c'est possible. Donc, où est-ce qu'on les trouve? On les trouve voilà, principalement sur les plateformes, les liens qu'on peut acheter. On va en trouver sur les plateformes. On peut avoir des liens dans des commentaires de blog, dans des forums, dans pas mal de choses où on va aller placer son lien. Voilou. Au niveau du timing, on est plutôt pas trop mal. Donc, si vous avez des questions, mettez-moi vos questions dans le chat. Je vais y répondre. Juste avant, je vais vous parler rapidement des formations qui arrivent très prochainement. Donc, pour celles qui ont déjà un site et qui leur manque
que la partie SEO, qui ont déjà travaillé sur leur contenu, sur leur positionnement, etc. Donc, il y a une formation SEO qui sera début février. Il me reste que 10 places sur cette formation. On sera une dizaine. J'ai déjà quelques inscriptions. Et il me reste quelques places pour la masterclass qui commence la semaine prochaine. Donc, la masterclass, est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ça? Je peux revenir dessus pour la présenter. Alors, il y en a déjà quelques-unes, là, je vois, qui ont rejoint la masterclass. Donc, c'est pour ça on n'a plus beaucoup de place. Donc, on a Béa, on a Émilie, Sabine. Il y en a que j'ai oublié. Mais en tout cas, voilà, dès lundi, qu'est-ce qui se passe? Donc, lundi, on lance la masterclass. On part pour 8 semaines ensemble. 8 semaines d'accompagnement pour créer votre site de A à Z. Au niveau de la formation, d'ailleurs, j'ai échangé cette semaine avec j'ai eu des retours sur d'autres types de formations où il n'y a que du WordPress, des choses comme ça. Nous, l'objectif, c'est vraiment de voir de A à Z comment on construit son site, comment on se positionne par rapport à son activité, travailler notre proposition de valeur, travailler ses mots-clés justement pour définir le plan de son site et travailler sur son site, sur un thème, travail sur WordPress. Vous avez entièrement la main sur votre site web pour la suite. Et j'ai plein de templates en base pour pouvoir aussi vous aider à créer votre site plus facilement. Voilà un peu, ça c'est le programme de la masterclass. On a un live chaque semaine qui dure 1h30, 2 heures. Des fois, on dépasse parce qu'on papote, hein, Nadine. Et puis, voilà comment ça se passe. Donc là, il me reste quelques places. Vraiment, on est vraiment limite. De toute façon, les inscriptions, on les termine demain. Alors, du coup, pour le paiement, il y a possibilité de payer en plusieurs fois. Oui, la formation, il y a une possibilité de payer en 3 fois. Je vais vous remettre les liens pour celles que ça intéresse. Donc là, vous avez... Ça ne marche plus? Je vous ai perdu? Non, vous êtes encore là, c'est bon, je pense. J'arrive pas à aller dans le chat. Ok, super. Bon, je vais essayer de vous remettre les liens, en tout cas. En attendant, posez-moi vos questions aussi par rapport au live. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez appris des choses. Si j'ai mon chat qui a planté. Et vous me voyez toujours là, rassurez-moi. C'est bon? Vous m'entendez et tout ça? Vous pouvez activer vos micros si vous voulez prendre la parole et poser des questions. Et je vais essayer de vous mettre les liens, mais j'ai le chat qui a planté. Je vais essayer de le lancer. Ouh là 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 là. Allô, vous m'entendez? Ouais. Je voulais savoir, en fait, j'avais posé une question dans le chat, mais vous ne le voyez plus. J'entends très très mal par contre. Je ne sais pas si c'est pareil pour les autres. Alors là, j'ai mon ordi qui est en train de bugger. Alors, je vais essayer de couper. Alors, si je plante, vous inquiétez pas, je reviendrai tout de suite. Il faudra juste le temps que je redémarre Zoom. Normalement, vous ne devriez pas partir. Donc, ne vous inquiétez pas si tout se plante. Ah, c'est bon. Normalement, je suis revenue. Alors, qui est-ce qui a pris la parole? Là, c'était Nabaët. Vous Oui. m'entendez mieux? Oui, vas-y. Alors, je voulais simplement savoir si on débutait la formation lundi, est-ce qu'il faut avoir préparé quelque chose en amont quand on débute quand on a, voilà, on a envie de créer un site et voilà, on démarre. Ah ben non, le but, c'est de tout faire de A à Z. Donc, on part de zéro. On part de zéro lundi et puis on avance ensemble sur les 8 semaines. Le but, c'est qu'effectivement,
au bout des 8 semaines, on a notre site. Donc, le contenu, je pense surtout au contenu. Le contenu du site? C'est ça ta question? J'entends plus. Ah, je crois que ça a bugué. Putain, bordel. J'ai bugué.